les voitures de voyageurs, comment ça marche. Ou plutôt, nous allons vous raconter, mais dans les grandes lignes, ici, à la Cité des Trains à Mulhouse, l'histoire du développement technique des progrès réalisés tout au long d'un siècle et demi pour le transport des voyageurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès le début du chemin de fer, bien, les compagnies ont tout de même eu le souci de prendre en charge des voyageurs dans des conditions de confort et de sécurité au début assez aléatoires. Donc, nous sommes au début du chemin de fer, vous l'avez vu, avec cette Crampton. Nous sommes dans les années 1830-1840. Et pour transporter les voyageurs, eh bien, on n'a rien fait de mieux que de prendre ce que l'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire la technique routière, les caisses de diligence qu'on a placées sur des châssis en bois. En voici un bel exemple. Vous voyez, 1, 2, 3. Ça, c'est un compartiment de diligence qui est posé sur un châssis en bois. Et ce châssis en bois repose sur des essieux métalliques par l'intermédiaire de lames de ressort. Donc ça, c'était en quelque sorte le confort, le luxe. On ne parlait pas de classe encore, mais disons c'est la première classe avec des fauteuils en velours. Par contre, le pop, j'allais dire, le bétail, regardez, la troisième classe, c'était véritablement le wagon de marchandises. Bruno, un petit coup d'œil à l'intérieur. Quand on vous dit que c'était des sièges en bois, c'était vraiment des sièges en bois. Derrière, il y avait un compartiment à bagages, mais surtout, il y avait l'élément de sécurité, c'est-à-dire le frein. La rame n'était pas freinée, seule la dernière voiture était freinée, regardez. Dans sa guérite, il y avait un agent, un serre-frein, et quand il voyait arriver, disons, la gare ou le danger, il lâchait un contrepoids. Le contrepoids en tombant fait tourner la vis déplace les tringleries et les freins sont appliqués. Enfin, il y avait un détail, un signal d'alarme pour les voyageurs. Tout au long de la rame, il y avait une chaînette qui parcourait toute la rame. Et lorsqu'on tirait la chaînette ici, eh bien, ça ne faisait rien d'autre que de libérer un cliquet et la masse descendait, faisait tourner le volant et la vis et déclenchait les freins. Et les choses vont même très vite, puisque dès 1840-1850 commencent à naître des voitures ferroviaires, un matériel spécifique. Ce n'est plus la caisse de diligence posée sur un châssis, mais ça commence à être une véritable voiture. C'est-à-dire, autrement dit, on commence à mettre des parois, c'est-à-dire que le local est fermé et non plus est un tombeau ouvert à tous les vents. On met même des vitres qui peuvent descendre. Quand on a les moyens, et suivant le luxe, on met des petits rideaux en velours. Le confort reste assez sommaire, puisque à l'intérieur, c'est toujours la bonne banquette en cœur de chêne verni, quand il est verni, bien dur. Et pour faire face à l'augmentation du trafic, devant le succès croissant du transport ferroviaire, eh bien, on juge, vous voyez ici, un surélevé avec une impériale. Mais la petite histoire ne dit pas dans quel état arrivaient les voyageurs, puisque c'était en service sur la banlieue ouest de Paris, lorsqu'ils passaient dans les tunnels et avaient le visage couvert d'escarbilles. En 1860 également apparaît de plus en plus la notion de confort. Et vous avez ici, magnifiquement restaurée à la Cité des Trains à Mulhouse, une voiture du train impérial dans lequel voyageait Napoléon III. Mais surtout, ce qui est intéressant à noter à cette époque, c'est qu'on restait toujours dans une construction classique où le bois était le matériau de base. Regardez, le châssis était toujours un châssis en chêne, un châssis en bois. Une suspension avec des lames de ressort. Mais regardez bien, la caisse, elle, était rapportée, mais elle ne touchait pas le châssis. Elle ne reposait que par l'intermédiaire de ressorts à lame, de façon à isoler la caisse du châssis, de façon à ne pas transmettre les vibrations. C'était une façon d'améliorer le confort et l'insonorisation. Et puis à noter également, vous voyez les essieux ici, eh bien, ils n'étaient pas freinés. Donc, le matériau de base dans la construction, toujours vers 1860, restait le bois. Seulement, voilà, la puissance des locomotives augmentant, on faisait beaucoup plus de progrès d'ailleurs dans le domaine de la traction que dans le domaine des voitures voyageurs. Eh bien, il y a eu des accidents. Et les accidents étaient terribles parce que les wagons en bois, les structures en bois éclataient et les morceaux de bois transperçaient les voyageurs. Et le premier grand progrès dans la sécurité, ça a été ici, vous le voyez, là, en 1870, regardez, l'apparition, là, d'un châssis métallique riveté. Mais par contre, sur ce châssis métallique, eh bien, la caisse, vous la voyez bien apparente ici, à la Cité des Trains, dans cette coupe, la caisse restait toujours une caisse en bois classique. Par contre, avec l'augmentation du trafic, la longueur des voitures a augmenté. On est passé des 6 mètres au début, à 9 mètres et maintenant à 12 mètres. Mais la forme était toujours la même, c'est-à-dire avec
un compartiment, une porte, un compartiment, une porte, un compartiment, une porte. Un marchepied à l'extérieur qui permettait de monter facilement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, eh bien, on ne faisait pas des quais hauts. Enfin, le dernier point, Bruno, suivez-moi, regardez. À l'intérieur des voitures, on voit apparaître ici le chauffage, premier élément de confort. La façon de se chauffer à l'époque, c'était d'abord des bouillottes d'eau chaude, puis après on a mis des briques enflammées que l'on mettait sous les sièges. La petite histoire ne dit pas, un certain nombre de personnes se sont chauffées, leurs parties intimes sont même brûlées. Et enfin, le chauffage à vapeur. Et puis, on réglait le chauffage à vapeur. À l'extérieur, les agents le réglaient, ici, et on passait, vous voyez, les réglages, on allait de -6 à +12 degrés. Nous sommes donc à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Voilà donc dans quelles conditions ont voyagé nos parents. Regardez, ces voitures, moi je les ai même connues, puisqu'elles ont été en service jusque après la Deuxième Guerre mondiale. C'est avec ça qu'on partait en vacances. Toujours la même construction, ça n'avait pas évolué. C'était un châssis métallique, les voitures de 12 mètres de long, à compartiments séparés, marchepied, mais seul progrès, pour résister mieux en cas d'accident, sur la coque qui était toujours en bois, vous voyez, on avait mis des parois, des tôles métalliques. Par contre, structure tout à fait classique du chemin de fer des débuts, sur le toit, il y avait toujours une vigie pour un agent de sécurité serre-frein et apparaît sur le toit un réservoir d'eau parce que, enfin, il y avait des toilettes. Allez, Bruno, suivez-moi, on part en vacances. Et personnellement, moi, je suis parti en vacances juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans ces conditions-là, vous voyez, 3e classe, on n'avait pas les moyens. C'était toujours des banquettes en bois. Si, petit progrès, on avait mis un léger rembourrage, la moleskine. Et puis là, bien, on était serré à 8 ou 10. Suivez le guide. Regardez bien, Bruno. Ça, c'était le progrès, le confort, quand on était môme. Regardez, les toilettes avec la chasse d'eau et le réservoir d'eau sur le toit. La petite histoire ne dit pas ce qui se passait l'hiver quand le réservoir gelait. Par contre, pour les conditions de voyage, eh bien, ce n'était pas des compartiments individuels, mais c'était, vous voyez, la salle commune avec ce qui était caractéristique pour nous. Eh bien, on avait beaucoup de bagages quand on partait en vacances. Alors, on empilait les valises en carton dans des espèces de, on appelle ça des racks aujourd'hui, mais dans des filets à bagages. Et la petite histoire ne dit pas ce qui se passait en cas de coup de frein. Nous sommes donc maintenant au début du XXe siècle. La puissance des locomotives augmente considérablement, la vitesse donc des trains augmente, on dépasse couramment les 100 km/h. Seulement voilà, l'infrastructure et notamment la signalisation ne suivent pas, d'où un certain nombre de grandes catastrophes. Et notamment, il se produisait le fait connu de chevauchement en cas de collision, c'est-à-dire qu'un wagon montait sur l'autre et le châssis métallique venait raser, raboter la caisse en bois. Ça devenait intolérable. Et donc, vers 1912-1913, le Paris-Orléans, le PO, avec son bureau d'études, pense à des voitures entièrement métalliques. Seulement, voilà, Première Guerre mondiale, les études sont arrêtées. Et il a fallu attendre 1925 pour que soit créé, enfin, un office central, l'OCEM, Office central d'études de matériel ferroviaire. Autrement dit, une espèce de pool des bureaux d'études des différentes compagnies. Et oui, la SNCF en 1925 n'existait pas encore. Et c'est ainsi qu'a été défini un standard de voiture ferroviaire entièrement métallique, répondant aux nouvelles normes de sécurité et de confort. Eh bien, ce type de voiture, entièrement métallique, vous les avez vues d'ailleurs, elles ont circulé pendant près de 50 ans sur les réseaux de la SNCF. Là, c'est une voiture présidentielle ici à la Cité des Trains. Mais tout y est. Donc, vous voyez, c'est d'abord une voiture très longue, 22 mètres. Pesant près de 40 tonnes, et dans le cas de voitures salon, restaurant, pullman ou wagon-lit, près de 50 tonnes. Et là, on trouve, je voudrais dire, tous les progrès de la technologie. Alors tout d'abord, vous voyez, elle est entièrement métallique. La plupart du temps, les caisses étaient avec des rivets. Vous voyez, on les voit encore, les rivets apparents, ici sur le châssis. Puis, avec le progrès, la caisse a été soudée. Ensuite, progrès remarquable dans le méthode de confort. Vous voyez, enfin, on a des bogies, on n'a plus des essieux, mais on a des bogies. Ça, c'est le type même du bogie des années 25-30, qui est le bogie américain Pennsylvania, qui est à 2 étages de suspension. Vous voyez, la boîte d'essieux, quand elle bouge, elle fait bouger cette traverse col de cygne, qui fait bouger ce ressort, premier étage de suspension, qui transmet les efforts à cette traverse, qui, par l'intermédiaire de ce ressort à lame, le transmet au pivot
à la caisse. Donc 2 étages de suspension, donc un confort de roulement, je voudrais dire, inhabituel. À l'intérieur, bien entendu, maintenant on commence à trouver des banquettes rembourrées. Et puis enfin, dernier progrès, l'intercirculation d'une voiture à une autre, vous voyez, serait enfin l'apparition des soufflets. Et arrive la Deuxième Guerre mondiale, avec la toute jeune SNCF. La moitié du parc des voitures voyageurs détruite, il n'en reste plus que 6 000 sur 12 000. Et de fait, en 1945, la toute jeune SNCF doit reconstruire son parc de voitures voyageurs. Et là, il n'était pas question de continuer avec les voitures au CEM. Le confort était insuffisant, surtout qu'arrivait l'automobile qui concurrençait le chemin de fer, et également pour les hommes d'affaires, soucieux de confort, les débuts de l'aviation. Donc de fait, la toute jeune SNCF devait repenser ses voitures voyageurs. Et elle se souvenait d'une étude réalisée en 1938 avec un organisme qu'on appelle l'ADEV, Division d'études des voitures voyageurs et des wagons. Et l'ADEV avait défini un nouveau type de voiture que vous voyez ici, que l'on appelle les DEV. Et donc les DEV, c'était quoi? C'est des voitures entièrement métalliques, des voitures avec des faces presque lisses, des vitres dans le prolongement, des vitres plus grandes, mais également pour des notions d'aérodynamique. Regardez, la particularité, cette espèce de carénage d'une voiture à l'autre qui donnait une continuité à la rame. Et puis il y avait ce style de l'après-guerre, ce modernisme 1950. Allez Bruno, en voiture, vous allez voir l'intérieur. Suivez-moi pour voir le confort des voitures qu'ont connu nos parents et un certain nombre d'entre vous. Et vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que juste après la guerre, souci de modernité, c'était l'époque du formica. Il y en a partout, sur toutes les parois. Donc on retrouve le couloir, les compartiments. Compartiment, ici, 2e classe, puisque la 3e classe n'existe plus. Là, on était à 8 sur des banquettes qui étaient plus en bois, mal rembourrées, mais en moleskine. Et puis, on retrouve, vous voyez, la petite tablette en formica. Et puis, partout, ici, on fumait à l'époque, il y avait des cendriers. Donc, ça, c'est, disons, juste l'après-guerre, les voitures DEV. Est apparu dans les années 50-55 des voitures inox. Vous vous souvenez de ces fameuses voitures? Les Paris-Lille, les Paris-Strasbourg et surtout le Mistral. Le confort s'améliore, l'air conditionné est à bord. On pense également aux hommes d'affaires et apparaissent avec les TE, les voitures rouges, les fameuses voitures grand confort ou confort inégalé que un certain nombre d'entre nous regrettent. Et puis, toujours face à la concurrence de l'automobile et surtout de l'aviation pour les hommes d'affaires, une nouvelle race de voitures apparaît sous l'égide de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer. On va essayer de définir un type de voiture avec une norme européenne, des voitures tout métalliques. C'était une grande révolution, c'est la disparition des compartiments, ce sont maintenant des fauteuils style aviation. C'est en 1965, l'arrivée des corails qui sont toujours en service.